Bonjour, pour la section des activités 2.1, il s'agit des notions sur les ions. On va faire ici la partie ST seulement. La partie STE sera dans une autre capsule. Je vous rappelle que l'important ici est d'être capable de déterminer ou prédire la charge que portera un élément lorsqu'il deviendra un ion. Donc, quelle est la charge la plus probable de l'ion d'un élément? Est-ce qu'il deviendra négatif ou positif? De combien? Et donc de savoir si cet élément veut gagner ou perdre des électrons afin d'obtenir la stabilité du gaz inerte le plus près de lui, selon les numéros atomiques. Commençons avec le numéro 1, où est-ce qu'on fait un petit peu de vocabulaire ici. On fait des distinctions entre ions, éléments, composés ou molécules. On commence avec le premier, le NaCl. On voit bien que c'est composé de deux atomes attachés ensemble. Donc oui, on va voir que c'est des éléments qui sont différents. Ce n'est pas un ion parce qu'il n'y a pas de charge électrique. Ce n'est pas un élément parce que c'est constitué d'éléments différents. C'est un composé chimique. C'est composé d'éléments qui sont distincts. Et donc, ça rentre dans la catégorie des molécules aussi parce qu'on a un groupe d'atomes. Ca2+ porte une charge électrique. C'est donc un ion. On pourrait le considérer comme un élément si on y va avec la description que c'est constitué d'un seul type d'élément chimique. Mais sinon, au moins d'avoir coché que c'est un ion est l'essentiel. Br2 n'a pas de charge électrique. Ce n'est pas un ion. Br2 va être considéré comme un élément parce qu'il est constitué seulement d'un seul type d'élément chimique. Ce n'est pas un composé. On ne peut pas être élément et composé à la fois. Ça, c'est impossible. C'est une molécule parce que c'est constitué de deux éléments ensemble. Oui. F négatif, par contre, F moins, ou F1 moins, on ne décrit pas le 1. Il y a une charge électrique, c'est donc un ion, tout comme le calcium, l'ion de Ca2+. On pourrait le considérer comme un élément parce qu'il est constitué d'un seul type d'élément chimique. Mais c'est certain qu'il faut avoir mis son crochet dans ion. Le fer n'est pas un ion, il n'a pas de charge électrique. C'est un élément, ce n'est pas une molécule parce qu'il n'y a pas plusieurs atomes attachés ensemble. C'est seulement l'élément de fer. Pour OH négatif, bien sûr, il y a une charge. Il s'agit d'un ion. C'est ce qu'on appelle un ion polyatomique. Et dans le cas des ions polyatomiques, est-ce qu'on les considère comme des molécules? Certaines descriptions vont dire oui, c'est une molécule, c'est fait d'un groupe d'atomes, donc on ne pourrait pas arracher la tête de quelqu'un parce qu'il a coché molécule. Oui, c'est une molécule. Et est-ce que c'est un composé? C'est composé d'éléments différents, ça pourrait y être aussi. Mais si on considère OH- comme un ion polyatomique, on n'aurait pas besoin de cocher molécule et composé. CO2, il n'y a aucune charge, ce n'est pas un ion polyatomique avec plusieurs atomes, c'est une molécule par contre, tout à fait, ça rentre dans les critères pour être une molécule, et c'est aussi une molécule qu'on va appeler un composé, parce que les atomes qui la composent sont des éléments différents, le carbone et l'oxygène. Et H, SO4, 2-, le 2-, comprenons qu'il est associé à l'ensemble de cette association. Donc, bien sûr, c'est un ion. Est-ce qu'on le considérait comme un élément? Non, bien sûr que non, parce qu'on voit déjà qu'il est fait d'éléments différents. Est-ce qu'on le considérerait comme composé? Peut-être, oui. Ça peut être donné comme une molécule composée, quoique on va préférer le terme ion polyatomique. Au numéro 2, on complète un petit tableau. Qu'est-ce qui est arrivé à un ion de charge positive? Est-ce qu'il a vécu un gain ou une perte d'électrons? S'il est de charge positive, il a vécu une perte d'électrons. C'est comme ça qu'il a perdu une charge négative. Il y a donc un plus grand nombre de protons que d'électrons. Et on va l'appeler maintenant un positif cation. Un ion de charge négative, de son côté, a vécu un gain d'électrons. Il a obtenu un électron ou plus supplémentaire. Son nombre d'électrons va donc surpasser le nombre de protons. Protons plus petit que nombre d'électrons. Et son nom va pouvoir être changé pour anion.
Désolé pour ma voix, je suis pas mal enrhumé. Pourquoi certains atomes ont tendance à se lier chimiquement à d'autres atomes? Bien, c'est pour avoir la même stabilité chimique qu'un gaz inerte. Ils veulent la même configuration électronique pour obtenir la stabilité du gaz inerte le plus près de lui, il échangera des électrons et deviendra parfois un ion. Parce que si on gagne, on perd des électrons, on devient un ion. Bon, je mentionne le parfois parce que les élèves en STE vont comprendre que dans les liaisons covalentes, il y a des échanges, il y a des partages d'électrons sans créer d'ions par contre. Question numéro 4. Les énoncés suivants sont-ils vrais ou faux à propos de l'ionisation de l'aluminium? Lorsque l'aluminium devient un ion, qu'est-ce qui se passe avec lui? Bien, l'aluminium, quand il devient un ion, il faut comprendre qu'au départ, il possède une première couche de 2 électrons de valence, une deuxième de 8, pas de valence, une première couche de 2 électrons tout court, une deuxième de 8 et une troisième avec 3 électrons. Ceux-ci sont les électrons de valence. Bon, il y a une collection de 3 sur un maximum de 8 électrons, c'est peu. C'est un élément métallique qui va donc vouloir donner ces électrons-là pour former du Al, de l'aluminium, avec seulement 10 électrons qui sera positif. Vrai ou faux? L'aluminium forme un ion négatif. Ben, ça, c'est faux. Il va former un ion positif en perdant des électrons. L'aluminium perd 3 protons. Perd 3, c'est vrai. Protons, c'est faux. On ne perd pas des protons, on perd des électrons. La charge probable serait de... Bon, j'en ai sauté un. L'ion d'aluminium prend la configuration électronique de l'argon. Si on observe rapidement dans le cahier, ici, pour que l'aluminium prenne la configuration de l'argon, il devrait gagner 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Or, c'est un métal et il veut plutôt perdre 1, 2 et 3 pour ressembler au néon. Et là, là. Oh, mais c'est ici. Donc, c'est faux. Il ne veut pas avoir la configuration de l'argon. Sa charge probable est de plus 3. C'est tout à fait vrai. Et il formerait un cation. C'est vrai aussi, cation. Numéro 5. Quels éléments du tableau périodique ne suivent pas la règle de l'octet? Et pourquoi? Bien, il s'agit de l'hydrogène, du lithium, beryllium, le bore et le carbone. Pourquoi? Parce qu'ils suivent la règle du doublet. On va l'expliquer. Ils suivent la règle du doublet. C'est-à-dire, IE, c'est-à-dire, ils veulent, ou ils tentent. J'aime pas utiliser veulent ou vouloir, parce qu'un atome, ça n'a pas vraiment de volonté. On va dire, ils, au pluriel, tendent. Ils ont une tendance. Ils tendent à perdre leur deuxième couche électronique pour atteindre la configuration de l'hélium. De l'hélium. Et sur ce, je vais changer de crayon. J'ai vu que c'était une mine 2H. C'est un peu pâle. Ça aussi, c'est une 2H. Est-ce qu'il me reste un HB quelque part?
Bien peur que non. Pas aujourd'hui. Not today. Bon, ben, on va continuer avec lui. Bien sûr, l'hydrogène, lui, ne veut pas perdre sa deuxième couche, il veut gagner un électron de plus. Bref, l'idée là-dedans, c'est on veut ressembler à l'hélium. Page suivante, numéro 6. Complétons ce tableau. Pour les alcalino-terreux, nombre d'électrons de valence, il y en a 2. Pour la famille 3, ben, il y a 3 électrons de valence. Pour la famille 4, il y a 4 électrons de valence. Ça va bien comme ça, hein? Famille 5, 5 électrons de valence. Famille 6, 6 électrons de valence. Famille 7, 7 électrons de valence. Famille 8, 2 ou 8 électrons de valence. 2 pour l'hélium, 8 pour tous les autres. Tendance à perdre ou gagner des électrons. Bon, si on est un alcalin, on veut en perdre un électron, parce qu'on en a un de trop sur notre dernière couche. Les alcalino-terreux, sa tendance sera de perdre 2. Même chose pour la famille 3 du bord, perdre 3. Pour la famille du carbone, la famille 4, c'est particulier. Il pourrait perdre ou gagner 4 électrons. Ensuite, on inverse la tendance. Quand on en a 5 sur 8, l'idée n'est pas de donner ces 5 électrons, mais d'aller en chercher quelques-uns pour se rendre à 8. Donc ici, on voudrait plutôt gagner 3 électrons. Ici, on n'a pas besoin d'en gagner 3 par contre. Dans la famille 6, il en manque seulement 2. Donc gagner 2 et gagner 1 électron. Pour la famille des gaz inertes, il y a ni gain ni perte. Ni gain, ni perte. Encore une fois, message aux maisons d'édition, laissez un petit peu plus d'espace dans vos colonnes. Ensuite, et pour la dernière ligne, ions formés par les éléments de la troisième période du tableau. Dans la troisième période et la première famille, on retrouve le sodium Na, qui deviendrait Na+, ou 1+. Dans les alcalino-terreux, on trouverait ici, troisième période, il s'agirait du magnésium. Alors, magnésium qui perd 2 électrons, il va devenir positif de 2, on va dire 2+. On continue avec la troisième période, troisième famille, Al, 3+. Puis on aurait le silicium, Si. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On a les deux. On peut avoir 4+, on peut avoir 4-. Donc, on va avoir Si 4+, mais on peut obtenir aussi Si 4-. Ensuite, attention, on va se mettre à gagner des électrons, donc on va avoir des charges négatives. Le suivant serait le phosphore P, qui va devenir P3-. Puis on va trouver le soufre, qui va devenir S2-, suivi du chlore. Cl, qui va être le chlore -1, donc on va juste mettre le signe négatif. N'oublions pas que pour les gaz inertes, l'ion formé par l'argon, il n'y en a pas. Il ne forme pas d'ion. D'ion. Ça ne se fait pas chez les gaz inertes. Au numéro 7, donne la formule chimique la plus probable des ions formés. Alors, en utilisant le tableau périodique, on voit que le calcium est dans la famille 2. Il y a donc 2 électrons à donner. Il va devenir Ca2+. Le brome est dans la famille 7. Br, il lui en manque 1. Il va devenir Br- s'il gagne cet électron. L'oxygène tend à vouloir en gagner 2 pour passer de 6 électrons de valence à 8. Donc, il deviendra 2 négatif. L'azote N, lui, va avoir tendance à en gagner 3, donc 3 négatifs. Potassium veut perdre son seul électron de valence, donc K+. Beryllium a 2 électrons de valence à éliminer, 2+. Le fluor veut en recueillir 1, donc il deviendra F-. Le phosphore, dans son cas, est dans la même colonne que l'azote. Il va vouloir gagner 3 électrons. Ça lui fera 3 charges négatives de plus que d'habitude. Pardon. Mais le lithium, Li, tout comme le potassium, a un seul électron de valence qu'il va vouloir céder, Li+. Juste en dessous, lequel des énoncés est vrai? On cherche celui
qui est vrai. Les métaux ont tendance à former des négatifs. C'est l'inverse, ils veulent faire des cations. Les halogènes veulent céder leurs électrons de valence. Non, ils ne veulent pas les céder, ils veulent gagner. Les éléments de la famille des gaz inertes forment des ions neutres. Non, ils ne forment pas des ions neutres, ça n'existe pas un ion neutre. Donc ça, c'est faux aussi. Les ions sont des atomes qui portent une charge électrique. Ça, c'est vrai. Numéro 9. Indique que les ions formés vont adopter la configuration de l'hélium, du néon, de l'argon ou du krypton. Donc, le gaz inerte le plus proche, il faut le trouver. Bon, là, on va se trouver un beau petit tableau facile à manipuler. Parce que le cahier, c'est bien beau. Mais c'est toujours manipuler un gros cahier à chaque fois. Alors, on commence avec le lithium. Quel est le gaz inerte le plus proche du lithium? Il s'agit de reculer de 1 pour obtenir l'hélium. Alors, il veut avoir la configuration de l'hélium, He. Le chlore qui est juste à côté de l'argon, il va vouloir lui ressembler en gagnant un électron. Alors, le chlore, lui, veut faire comme l'argon. Le strontium SR qu'on trouve ici, il est très, très loin d'avoir la configuration du xénon. Par contre, s'il perd 2 électrons, 1, 2, il va ressembler au krypton. Pour l'azote, son gaz inerte le plus proche, c'est pas le fluor, le gaz inerte le plus proche de l'azote, c'est les néons. Ce que je m'en vais là. Ne. Pour le phosphore, juste la ligne en dessous, il est à 3 cases de l'argon, c'est le plus près. Le carbone va vouloir... oh non, attention, c'est différent ici. Numéro 10. Indique si les éléments forment des anions ou des cations. Alors, cation veut devenir positif, cation. Le soufre veut devenir négatif 2-, anion. Le fluor, négatif -1, anion. Magnésium, positif 2+, cation. Cation positif, anion négatif. Et le carbone, ben, ça va dépendre de qui est présent à côté de lui. Est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va perdre? Il peut faire un cation ou un anion. À la dernière page, on fait des réponses par rapport aux illustrations qui sont présentées. On veut compléter le tableau. On voit une colonne, on voit des colonnes, il y en a 6, et les lignes sont des informations qu'on va obtenir pour chaque colonne. Alors, dans la première, on a un élément ici, qui est représenté selon Rutherford-Bohr. On veut son nombre de protons. On voit un noyau avec 12 protons. C'est pas compliqué, il y a 12 protons. Nombre d'électrons. Les électrons tournent sur les orbites autour du noyau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons. Est-ce que ça va nous faire un atome, un ion positif ou négatif? Mais remarquons, les protons, ils sont positifs, les électrons, ils sont négatifs. Il y a un surplus de protons. J'aurai donc un ion positif. Et sa formule chimique, ben, étant donné que c'est l'atome avec 12 protons, c'est l'atome numéro 12, c'est le magnésium Mg. C'est un ion positif parce qu'il a déjà perdu 2 électrons de sa dernière couche. Donc, on va l'appeler Mg2+. 2+. Alors, on procède de la même façon pour les autres. Tiens, ici, c'est le numéro 9, c'est le fluor. On sait que le fluor va devenir fluor-. On a nos 9 protons. On a ici 10 électrons en tout. Donc, effectivement, on a un avantage du côté des électrons. Donc, on est négatif de 1, une différence de 1. Ici, nous avons 15 protons dans le noyau. Nous avons 2 plus 8, ça fait 10, plus 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons aussi 15 électrons. À ce moment-là, on a autant de protons que d'électrons. Nous sommes neutres, donc un atome. Nous sommes neutres électriquement, un atome. Et la formule sera celui de l'élément numéro 15. 15, le phosphore, P. On continue de deuxième section ici, nombre de protons. Ben, 17, ça c'est pas compliqué, c'est directement présenté dans le noyau, on est bien chanceux ici. Nombre d'électrons, on va aller faire un décompte. La première couche est pleine, la deuxième est pleine, la troisième est pleine, donc 2, 8, 8.
Ça nous amène à 18 électrons. Il s'agira d'un ion, mais d'un ion négatif, parce qu'il y a plus d'électrons que de protons. Négatif. Et sa formule chimique numéro 17, c'est le chlore, qui sera moins 1. Donc, on va écrire simplement Cl-. C'est pas très joli. Mon L devrait être plus long. Ça ressemble à un E. J'aime pas ça. Cl-. Ensuite, ben ici, on a 6 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons aussi. Donc, un atome neutre. Il s'agit du carbone C. On ne lui met pas de charge. C'est l'atome, ce n'est pas l'ion. Et cette fois, nous avons 2 plus 8 plus 8. Nous avons encore 18 électrons. L'atome numéro 19 est le potassium. Et celui-ci, on voit bien qu'il y a un électron de moins que sa quantité de protons. Il va donc devenir un ion positif. Ce qui va changer son symbole pour K+. Au numéro 12, représente les ions les plus probables à l'aide du modèle atomique de Rutherford-Bohr, puis écrit leur formule chimique. Donc, l'ion le plus probable de l'oxygène. L'oxygène, avec 6 électrons de valence, est très près de ressembler au néon s'il gagne 2 électrons. Alors, l'ion le plus probable de l'oxygène, ça va être l'ion d'oxygène qui a gagné 2 électrons de plus que ce qu'il aurait dû avoir. On va donc présenter un noyau avec les 8 protons de l'oxygène, un petit peu comme on voyait en haut aussi, là, on n'avait pas l'oxygène, mais faire un dessin de Rutherford-Bohr comme eux. On va faire une première couche avec 2 électrons, 1 et 2, et une deuxième couche qu'on va lui ajouter combien d'électrons? Bien, si on présente l'ion d'oxygène qui a gagné 2 électrons, ça veut dire qu'on a 8 protons, mais on a 10 électrons. Ainsi, si on a 8 protons, 10 électrons, on a un bilan de 2 négatifs. Donc, combien d'électrons on va placer en tout? 10. 1, 2, 3, 4. Rappelez-vous de tourner toujours en rond. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 électrons au total. Notre formule, c'est bien l'oxygène. Mais l'oxygène 2-, parce que 2 électrons de plus que ses protons. Pour le lithium, ça va être un petit peu plus court. L'ion le plus probable du lithium, c'est lorsqu'il va perdre un électron. Normalement, il a 3 protons, 3 électrons. On va donc dessiner un lithium avec 3 protons, mais seulement 2 électrons. On va faire son noyau. 3 protons. Et puis, ces 2 électrons vont être sur la première couche. La deuxième couche qui contenait le troisième s'est vidée en devenant un ion. Sa formule va être le Li. Ça ne change jamais les lettres de la formule chimique. Mais maintenant, on a un avantage de 1 du côté des positifs. Donc, on va dire Li+. Et puis, pour le phosphore, le phosphore P, pas pH. Le phosphore P, lui, il est très près de l'argon d'acquérir sa configuration. Donc, il va vouloir gagner 1, 2, 3 électrons de plus que d'habitude. Normalement, il a 15 protons et 15 électrons. Maintenant, il va avoir 18 électrons. Alors, je me prépare en me disant j'aurai 15 protons et 18 électrons. On commence avec son noyau. Je vais le faire un peu restreint parce que je sais que j'ai plusieurs couches à dessiner ici. 15 P+, nombre de protons, et 18 électrons à placer. Bon, 18. On commence par 2 sur la première couche. Une deuxième couche. On essaie de s'appliquer quand même, faire des cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. On continue. 7, 8, 9, 10. Il en reste encore 8 à placer. Ça prend une troisième couche. Et bye bye. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et on remarque déjà rapidement que la dernière couche, la couche de valence, est remplie de cette façon-là. Ce qui lui assure la stabilité électronique. Le symbole sera du phosphore P. P qui a maintenant 3 électrons de plus qu'avant, donc P3 négatif. Voilà pour la section ST sur les ions. La section STE va simplement amener la notion d'ion polyatomique et l'utilisation du modèle de Lewis pour plus rapidement
distinguer les charges résiduelles sur les métaux.